Salut à tous et bienvenue sur Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, coach et investisseur. Ancien chef d'entreprise, piégé dans la rat race, j'ai changé de vie pour retrouver du temps, profiter de ma famille, voyager et exercer une activité pleine de sens. Grâce à mes investissements, j'ai atteint l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast. Parce que si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la vraie liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas aussi à l'être dans sa tête. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous propose... ça sera très bien. Voilà. Habituellement, je la refais, là, je ne vais pas la refaire. Je vous propose des livres, du coaching, des voyages entre investisseurs, ainsi que des programmes de formation pour vous permettre d'accélérer votre chemin vers la liberté. Et c'est à nouveau avec le sourire et un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode qui va lancer les 4 épisodes de cet été. Je prends un peu d'avance sur le contenu, c'est pour ça que je ne vous ferai pas à chaque fois le retour sur le podcast de la semaine précédente. On le fera cette semaine. On ne le fera pas sur les 3 prochains épisodes parce que je vous en ai parlé dans le précédent podcast. On ne va pas en parler des heures, mais je vais subir une petite intervention chirurgicale et je vais en profiter pour me reposer tout l'été. Et donc, j'ai pris un peu d'avance sur le contenu pour qu'on puisse quand même discuter ensemble cet été, qu'on puisse quand même en profiter. Vous aurez un peu de tout. Vous aurez Duel au tonton, comme dans cet épisode, et vous aurez aussi des rediffusions d'épisodes. J'en ferai 2. Les sujets n'ont pas été difficiles à trouver, je ne vous en dis pas plus, mais il y avait plein de choses à redire sur ces épisodes-là, des choses à apporter. Je pense que ça sera très intéressant. Et moi-même, il y en a un que je n'ai pas encore réécouté, je vais l'enregistrer un peu plus tard, mais il y en a un que j'ai réécouté hier. Et en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses, donc il y aura beaucoup de choses à dire. Et je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, vous avez le programme de cet été. On va se retrouver tout l'été, on se retrouvera tous les 15 jours sur Une vie de liberté. Ça ne s'arrête pas, c'est juste que je prends un peu d'avance pour les tourner. Et donc j'en profite pour cet épisode qui sort le 13 juillet pour vous dire que jusqu'à demain soir, minuit, avec le code juillet 25, vous avez encore 25% de réduction sur toutes les formations, sur Bourse Exponentielle, sur Arbitrage de patrimoine, sur Marchand de biens expert, Finance perso expert, Finance business expert, Vision 360, Imo Pépite, je les connais toutes, j'ai révisé. Toutes les formations que j'ai avec Yann, les secrets du Lombard, Sale Power, Rookie Booster, Communique Impact, là ça y est, je commence à sécher. Et toutes les formations que j'ai avec Yann, donc sur les Gentlemen Investisseurs, toutes les formations que j'ai avec Fabien sur Nouveau Départ, tout est à moins 25%. Le code, c'est un code unique, c'est juillet 25. Profitez-en si vous le souhaitez. Et donc c'est jusqu'à demain soir minuit, puisque je vous en ai parlé sur le podcast. C'est la dernière fois que je vous en parle. Après, promis, c'est fini. Mais le 15 juillet au matin, le prix des formations va monter. Ça fait 5 ans qu'on ne l'avait pas augmenté, donc le prix va monter un petit peu pour harmoniser un peu toute notre gamme de formations sur les différentes structures. Donc voilà, si vous voulez en profiter, moins 25% jusqu'au 14 juillet. Code juillet 25. Je vous fais un petit peu les news juste pour les séminaires, les prochains séminaires Race and Business, donc notre séminaire voiture du 9 au 11 septembre. Ce sera la dernière édition de Race and Business à Alès. En tout cas, je pense qu'on fera aussi une petite pause avec le séminaire voiture. Si vous avez envie de venir, vraiment, je vous invite vraiment à venir. Aujourd'hui, on a rempli aux 2/3 le séminaire. Et si on ne le remplit pas cette année, on ne remplira pas l'année prochaine, c'est sûr. On essaye de renouveler à chaque fois. Cette année, on a rajouté du rallye-terre, donc on fait une journée de karting, une journée de pilotage Fun Cup sur le circuit vitesse, c'est exceptionnel, et une journée de pilotage rallye-terre sur Subaru Impreza WRX, Mitsubishi Lancer Evolution, ça va être super bien. C'est un événement qui est forcément un petit peu cher par rapport à tout le reste, à tout ce qu'on fait, mais c'est aussi exceptionnel, ça passe sur les sociétés. Si vous avez envie de vous éclater, que vous aimez la voiture, alors je fais toujours attention avec ça. Personne ne va s'éclater, hein. Tout va bien se passer. Si en tout cas vous avez envie de vous amuser avec nous, c'est en pleine sécurité, pour de vrai. Vraiment, du 9 au 11 septembre, ça va être génial. Et vraisemblablement, ce sera la dernière édition. Ce sera aussi la dernière édition du Mastermind Moto des Gentlemen Investisseurs. Du 20 au 26 septembre, on part dans les Pyrénées, on part en Andorre. Et là, si vous voulez venir, c'est maintenant, ces derniers carats. Je vais fermer les places au 31 juillet puisqu'il faut que j'annonce aux hôtels le nombre qu'on sera. Aujourd'hui, on est 12. J'avais réservé pour 20.
Donc, j'ai jusqu'au 31 juillet pour dire aux hôtels, je vous dis tout, hein, là c'est transparent, c'est full transparent. Je vous dis tout, si on y va comme ça et qu'on reste à 12, grosso modo, on y est de notre poche avec Yann. Donc, l'idée, c'est de continuer à faire ces séminaires, partager pour la commu. On garde des prix raisonnables. Hein. Là, on a des hôtels exceptionnels, on est à 1 550 €. Je ne sais pas comment faire moins pour ce genre de séminaire avec les prestations qu'on a. Yann s'occupe de tout. Il a trouvé des hôtels incroyables. Et ce sera la dernière édition du Mastermind Moto. Parce que l'année dernière, on avait rempli, mais on avait mis un peu de temps. Et là, cette année, on met encore plus de temps pour remplir. Donc, si jamais ça vous dit, ça sera la dernière année. Vous avez jusqu'au 31 juillet pour me prévenir, m'écrire sur Insta, écrire à Yann, vous inscrire. Et ce sera la dernière édition, malheureusement, du séminaire moto, puisque voilà, on a du mal à les remplir. Peut-être qu'il faut qu'on apporte de la nouveauté, hein, quand je vois, puis c'est la vérité. Hein, le séminaire enduro s'est rempli un truc de fou. Le séminaire randonnée s'est rempli un truc de fou. Donc, à nous aussi de nous challenger pour vous apporter plus de nouveautés. Et le dernier séminaire dont je vais vous parler, c'est le Mastermind Trail qu'on organise avec Ben du 7 au 9 octobre. C'est dans nos monts du Forêt. C'est vraiment dans la Loire, à côté de chez nous, dans des endroits qu'on aime par-dessus tout. On sera très heureux de vous accueillir. C'est du 7 au 9 octobre. Là aussi, c'est un événement pour les petits budgets. C'est le moins cher qu'on fait, hein, autour de la course à pied, du trail. On a réservé une jolie maison. On a une coach qui va nous entraîner. On va avoir une belle sortie trail. C'est ouvert à tout niveau. Ben, il court beaucoup et il court vite. Moi, je cours pas beaucoup et je cours pas vite. Surtout que je serai en rémission d'opération. Donc, logiquement, je pourrais tout faire à mon rythme. Donc, voilà, si tu t'es un peu laissé aller ces derniers temps, si tu n'arrives plus à courir, si tu as un peu de surpoids, eh ben, tu es le bienvenu aussi et on courira tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre en fond de peloton, puisque moi, voilà, je serai en rémission. Mais blague à part, ça va être vraiment un très très bon moment. C'est ouvert à tout le monde. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est ouvert à tout niveau. Le but, c'est de partager autour d'une passion commune, que vous soyez un gros fan de trail, que vous couriez beaucoup ou que vous ne couriez pas beaucoup, vous y trouverez votre compte. Faites-nous confiance. Et j'en ai terminé avec les news et je vous propose sur ce podcast qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, Allo Tonton 19. On va prendre 2 messages. Le premier, c'est un message de MR. MR qui me dit « Hello Tonton, petite question. J'ai une SAS de marchand de biens, j'ai 5 appartements en LMNP et une SAS de location avec des locaux commerciaux. Pourrais-tu pousser le sujet de la micro-entreprise pour se rémunérer si elle n'a comme client uniquement mes SAS et moi qui facture? Est-ce que c'est pas un souci aux impôts? Ça me paraît trop simple. Merci d'avance. » Déjà, merci à toi pour ta question. Je vais te répondre, hein, mais c'est une question que je traite en détail dans la formation Finance Business Expert. Vous avez vu ce marketeur un peu, moins 25% jusqu'à demain soir minuit. C'est une question qu'on a traitée aussi en long, en large et en travers dans le podcast privé des Gentlemen Investisseurs. Et si tu veux rentrer dans le pur détail de cette question sur YouTube, sur les plateformes publiques, c'est pas l'idée non plus, parce qu'il faut bien respecter tout ce que tu vas marquer dans ta facture, vraiment les intituler, et on rentrerait peut-être dans un truc un peu long et chiant. Mais je vais te répondre quand même. En gros, aujourd'hui, quand tu es en SAS, si tu veux te rémunérer, c'est soit du dividende, mais c'est du dividende après IS. Donc, tu payes d'abord 15% ou 25%, et ensuite tu payes 31,2, 31,8, je ne sais plus combien, c'est la nouvelle flat tax, on va regarder. Maintenant qui nous ont assassinés. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le PFU, il est à combien maintenant? 31,4, voilà, magnifique. Je fais un peu... je crois que je fais l'autruche avec ce truc. Je ne veux pas le voir pour l'instant. Mais donc, en SAS, d'abord, tu vas te prendre 15 ou 25%, et ensuite, tu te prends 31,4. Donc, au final, on arrive quasiment à de la rémunération. En SAS, quand tu prends 1 euro, tu donnes 1 euro à l'État, si tu te rémunères. L'autre option, c'est la SARL, où en SARL, grosso modo, si tu prends 1 euro, si je ne dis pas de bêtises, tu vas donner à peu près 60 centimes à l'État. C'est quand même t'es moins taxé. Et la dernière option, la plus intéressante à mon sens, c'est de le faire en micro-entreprise. Donc il y a des plafonds, hein, tu peux te rémunérer que jusqu'au plafond qui doit être à 38 39 000 euros, quelque chose comme ça, par an, où là, tu vas payer 28% de charges. Donc,
entre un tiers et un quart, un petit peu plus d'un quart. Et c'est intéressant parce que tu valides tes trimestres de retraite et tu es couvert par la Sécu. Donc c'est une bonne alternative à la taxe Puma quand tu as des revenus passifs dans tous les sens et que tu n'as plus besoin de te rémunérer. Un peu comme moi, si tu veux. Donc c'est une très très bonne alternative. Pour autant, il ne faut pas que tu factures des choses qui fassent doublon avec ton activité de gérant, de dirigeant, de président de tes entreprises. Donc en marchand de biens, on peut dire par exemple que l'activité du président, c'est de gérer l'entreprise, de décider quel dossier prendre, de calculer les marges, de mener les projets à bien. Mais par contre, tu pourrais avoir des sous-traitants pour de l'apport d'affaires, par exemple. Tu pourrais avoir des sous-traitants pour la décoration de tes biens. Donc, tu peux très bien imaginer créer une micro-entreprise d'aménagement d'intérieur, de décoration. Et avec celle-ci, tu vas venir facturer ta boîte de marchand de biens pour la décoration des biens. Tu peux même facturer tes LMNP pour l'aménagement des biens, la décoration. Tu peux même imaginer facturer la SAS de location de locaux commerciaux si tu fais des prestations d'aménagement. Ça peut fonctionner. Maintenant, effectivement, si tu as un seul client qui est toi-même, même au travers de 3 sociétés, ça peut coincer. C'est là aussi où il faut que tu aies peut-être, pourquoi pas, des copains qui fassent la même chose et que toi, tu ailles faire de l'aménagement d'intérieur dans leur société et eux, ils en font dans la tienne. Donc voilà, si tu veux aller plus loin sur ce sujet et comment le faire de la meilleure des façons, on en parle dans Finance Business Expert, on en parle dans le podcast privé des Gentlemen Investisseurs et on détaille vraiment toutes les subtilités de ça. Mais l'idée, c'est vraiment ça et quoi qu'il en soit, si tu décides de te rémunérer de cette façon-là, pour partie, c'est pas du tout illégal. Il faut bien faire attention à ce que tu marques et effectivement à ton nombre de clients. Tu soulèves quelque chose de très juste pour rester dans la légalité. La dernière chose, c'est de le faire accompagné de ton avocat en droit des sociétés pour ne pas faire n'importe quoi. Et on va prendre un second message de Caroline. Caroline qui nous dit « Hello Tony, je suis en train d'écouter ton dernier podcast et mon père a clairement adopté la même logique que Bill Perkins. » Donc Bill Perkins, l'auteur du livre Die With Zero, dont on parlait dans le podcast 219, je crois, en réponse à la question de Gérald, comment faire les désinvestissements. Et donc Caroline qui nous dit « Même s'ils n'ont pas beaucoup, mes parents nous ont donné le gros de leurs économies avec mon frère. Et mon père a conseillé à mes grands-parents maternels et paternels, eux aussi, de nous faire des donations. Résultat, aujourd'hui, j'ai pu acheter seul un bien que je n'aurais jamais pu avoir sans ce levier. Si j'occupais ce bien en tant que locataire, je paierais 2 fois plus de loyer que je ne paye de mensualité de crédit. Cela me permet d'avoir un certain confort, je ne les remercierai jamais assez. C'est un levier incroyable pour moi. Mes parents considèrent que quand ils seront plus âgés, ils ont 65 ans aujourd'hui, ils auront refait les économies et bien sûr, mon frère et moi, nous les aiderons en retour. On en rigole des fois, ils nous disent à moi et mon frère qu'ils sont à sec avec un grand sourire. Ils sont sereins et heureux de l'avoir fait, c'est vraiment une leçon de vie. Mais déjà, merci beaucoup à toi Caroline pour ton partage. Effectivement, c'est un livre qui m'avait percuté quand je l'avais lu et je me suis dit que j'espère vraiment que j'aurai le courage de faire la même chose. Moi aussi, j'en ai beaucoup parlé sur ce podcast. J'ai eu la chance alors au décès de mon grand-père, est-ce qu'on peut parler de chance, mais en tout cas, c'est des décès qui sont dans l'ordre des choses, bien sûr. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus tard parce que j'étais quand même assez jeune. Mais j'ai hérité d'une maison et d'un terrain. Et cette maison, j'ai pu l'habiter et ne pas payer de loyer. Et donc, tout ce que je n'ai pas mis dans le loyer, je l'ai mis dans les ETF. Donc, ça m'a permis d'accélérer beaucoup plus fort. Bien entendu, je pense qu'il ne faut pas donner trop et trop jeune parce que ça peut tuer les ambitions. J'ai lu beaucoup de bouquins en ce moment, je vous en parlais ces derniers temps, mais j'ai lu le livre de Morgan Housel, le nouveau, qui s'appelle L'art de dépenser. C'est très intéressant, il parle aussi beaucoup des milliardaires, alors là on est dans une autre sphère, mais qui finalement donnent 99% de leur fortune à des associations et donnent seulement quelques millions à leurs enfants pour ne pas brider toute leur ambition et leur donner aussi envie de se dépasser. Je pense que c'est tellement propre à chacun que déjà je ne suis pas dans cette situation et je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais par contre, j'aimerais vraiment avoir la sagesse de tes parents, Caroline, pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Je trouve que c'est beau de le passer aux générations futures. Bien entendu, voilà, il faut voir la tournure que prenne la vie de nos enfants et pas donner trop tôt et pas donner sans éducation financière. Mais comme tu le dis, en tout cas pour toi, c'est là qu'on fait la plus grosse différence quand tu as 20 ans, 30 ans, 35 ans, même 40 ans, et que tu es dans une période où toi aussi tu construis ton patrimoine, un apport de, même que ce soit 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros pour acheter ta maison, ça fait une différence qui est énorme,
par rapport au fait d'avoir fini sa vie et de recevoir de l'argent à la moyenne de l'héritage. Je crois que c'est ce que je disais, 65 ou 67 ans. Donc merci pour ton partage, Caroline. Vraiment, c'est un partage qui me touche beaucoup et que je garderai en tête puisque j'aimerais pouvoir faire la même chose pour mes enfants. Et quand on a été un fou de l'indépendance financière, un fou de créer cet argent, c'est pas anodin de s'en dépâtir et de se démunir finalement. On sait pourquoi on le fait, c'est pour continuer la vie, c'est pour la suite, c'est pour ses enfants. Mais c'est un vrai challenge mental, c'est une vraie nouvelle façon de penser, une vraie nouvelle logique. Et donc je trouve que c'est passionnant et je te remercie de nous l'avoir partagé, Caroline. Merci encore à toi. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine et je vous propose qu'on passe au podcast de cette semaine, Allô Tonton, où sans transition, on va prendre un premier message de Martin. Martin qui me dit « Hello Tony, j'espère que tu vas bien. Question arbitrage, entre parenthèses, j'attends les moins 25% pour prendre ta formation. Le marketeur est de sortie. Merci Martin, puisque tu as dû la prendre pendant ces 4 jours, donc merci à toi. J'ai vendu ma RP pour 430 000 € en septembre 2025 sans rembourser mon prêt immobilier avec un crédit de 240 000 €. À cette date, l'ETF SP500 était à 49 € la part. J'ai laissé cet argent sur un livret parce que j'étais pétrifié en pensant que la bourse était trop haute et j'attendais une opportunité pour acheter du LQQ, opportunité que je n'ai pas saisie quand il était à 1225. Aujourd'hui, il est à 2000. Alors, on pourrait en parler, mais je fais déjà une petite pause dans ton message, mais tu te rends compte que tu n'as pas osé rentrer avec un ETF à 49 €, une part d'ETF à 49 € sur un ETF qui est classique. Et là, pour moi, c'est une part de cupidité. Parce que tu attendais que la bourse prenne un énorme gadin pour acheter du LQQ. Donc, ce que les gens ne savent pas avec le LQQ, c'est que c'est un ETF Nasdaq x2. C'est-à-dire que la performance journalière est multipliée par 2. Pas annuel. C'est pour ça qu'à la fin, ça peut faire d'énormes surprises avec ce qu'on appelle le spread. Si, par exemple, l'ETF Nasdaq fait 10% une journée, le LQQ va faire 20%. Mais si la journée du lendemain, l'ETF fait moins 10%, par exemple, on ne se retrouve pas plus ou moins à zéro. Là, l'ETF fait moins 20%. Donc, on peut se retrouver même bien plus bas que ce qu'on avait imaginé. Et en plus de ça, il y a des frais de prêt, hein, cet effet x2. C'est comme si vous mettiez 100 €, le courtier vous prête 100 €. Donc, vous payez des frais, des intérêts là-dessus. Et c'est ce qui fait aussi que le spread augmente encore plus. Donc, pour moi, tu étais pétrifié de rentrer en DCA ou même de faire ce qu'on appelle un lump sum, rentrer d'un coup sur un ETF classique et tu attendais le gadin pour rentrer en x2. D'un côté, je trouve que c'est dommage parce que tu as raté une opportunité de rentrer en DCA. Alors, est-ce que la bourse va continuer de monter ou descendre ? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais par cupidité d'attendre que ça baisse, tu ne l'as pas fait. Alors attention, quand je te dis cupidité, hein, moi aussi, j'ai fait des robots de trading. Donc, de la cupidité, j'en ai eu. Ce n'est pas péjoratif que je le dis, mais il faut aussi dire les termes, et c'est quand même un peu le mot. Et te dire, je vais faire du LQQ pour me gaver quand ça va remonter. Ça peut être à double tranchant. Hein. Ce n'est pas parce que la bourse elle a pris moins 25% qu'elle ne peut pas, quelques semaines après, reprendre à moins 25%. Donc, l'idée, c'est de ne pas paniquer. Et si tu avais peur de rentrer sur de l'ETF classique, rentrer sur un ETF x2, ça me paraît lunaire. Donc, on va continuer de lire ton message, Martin. Entre-temps, je me suis retrouvé au chômage en fin de droit et j'ai voyagé un peu, donc j'ai tapé dans mon épargne. J'ai utilisé 60 000 € pour financer une première opération de marchand de biens en obtenant un prêt marchand à la Kesha. J'ai depuis repris un travail à 5 000 € par mois et fini la période d'essai au mois de mai 2026. Depuis mars 2026, j'ai commencé un DCA à 10 000 € par mois. À ce rythme-là, j'en ai encore pour 3 ans pour investir la somme. Donc bravo Martin, déjà. Effectivement, 10 000 € par mois, c'est déjà énorme. Tu en parles au commun des mortels, un DCA à 10 000 balles par mois. Ça commence à peser quand même. Mais rentrer la somme sur 3 ans, pour le coup, à mon sens, et après tout ce que j'ai analysé quand j'ai fait la formation, d'abord investir sereinement en ETF, mais surtout bourse exponentielle, moins 25% jusqu'à demain soir minuit, je me suis rendu compte que rentrer sur plus de 18 mois, c'était quasiment tout le temps une erreur parce que la bourse,
elle monte avec le temps, quoi qu'il arrive, même si, bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures. La bourse, quand elle a chuté, est toujours revenue à ses plus hauts et elle a tendance à monter sur le long terme. Et en général, quand elle prend une baisse, elle met 18 mois à revenir à ses plus hauts. Donc, investir la somme sur plus de 18 mois, en général, il y a toujours un manque à gagner. Je continue ton message. Je note que si j'avais fait un lump sum depuis la vente de l'appart en septembre 2025, je serais déjà à plus 15%, soit 70 000 euros. Donc le lump sum, ce qu'on appelle lump sum, lump, L-U-M-P, ça veut dire d'investir tout d'un coup. Comme si notre ami Martin, il avait posé ses 430 000 euros le jour J en septembre 2025. Ben oui, la bourse, depuis septembre 2025 jusqu'à aujourd'hui, juillet 2026, a fait plus 15%. En tout cas, l'ETF, parce que la bourse américaine a fait plus que ça, mais la valeur du dollar a chuté et elle est en train de remonter un petit peu. Donc l'ETF, lui, a fait plus 15%. C'est toujours plus facile dans le rétroviseur de se dire j'aurais dû. L'idée, c'est à un moment d'y aller et je trouve que c'est super bien, c'est ce que tu as fait, même si sur 3 ans, c'est un peu trop long. C'est déjà bien, tu y es et t'avances. Et Martin, je te connais un petit peu et je sais que tu es tout jeune. Donc, tu as du temps devant toi. Je vais finir de lire ton message. Est-ce que tu me conseilles de faire un lump sum tout de suite ou 50% lump sum, 50% DCA, malgré la peur que cela crée en moi d'augmenter mon DCA à 20 000 euros par mois pour rester à l'aise avec mes émotions? Pour moi, Martin, tu as tout dit. Le plus important, c'est d'être à l'aise avec tes émotions. C'est ça qui compte le plus. Sur Bourse Exponentielle, il y a un chapitre d'1 demi-heure là-dessus. Il y a 30 minutes où je parle de ça. Moi, je pourrais te donner mon avis. Si tu veux une réponse factuelle, une réponse la plus... comment dirais-je, on va dire la plus factuelle, avec les probabilités. Voilà. Si tu investis tout en lump sum aujourd'hui, la littérature nous a montré que c'était une bonne décision dans 70% des cas et une mauvaise dans 30%. Et ça, il n'y a que l'avenir qui te le dira. Je suis en train d'arracher. J'ai failli faire tomber cette bouteille, les amis. Ça aurait été encore épique. Ce que je te disais, c'est que la littérature nous montre que si tu investis 100% d'un coup, un lump sum de 100%, c'est une bonne décision dans 70% des cas, une mauvaise décision dans 30% des cas. Et comme je le disais, seul l'avenir le dira. Donc, les probabilités sont de ton côté. Maintenant, je ne sais pas, tu vas peut-être tomber dans les 30%. Et si tu tombes dans les 30%, comment tu le vis? Si demain, on se prend un gadin de 30%, est-ce que tu le vis bien? Donc, l'important, c'est sois à l'aise avec tes émotions. Vaut mieux mettre 3 ans à rentrer la somme et être à l'aise et avoir un manque à gagner que de faire un all-in maintenant et que demain on baisse et que tu te sentes tellement mal que tu te mettes même à vendre. Ce que je pourrais te dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un lump sum de 50% d'un coup maintenant, poser 50%. Donc là, si tu me dis que tu as 3 ans, tu dois rentrer encore 360 000 euros, donc peut-être rentrer 180 000 euros d'un coup maintenant, sachant qu'on le rentre sur un ETF qui est français, qui est investi sur les marchés américains, mais aujourd'hui, le dollar a été vraiment savaté, donc même si la bourse baissait, tu es hedgé, tu es un peu protégé par le fait que le dollar soit bas et qu'il aura peut-être, j'en sais rien, encore une fois, c'est mon opinion, tendance à remonter, donc ça te protège un peu. Maintenant, il faut être à l'aise avec poser 180 bars d'un seul coup, quoi. Et après, tu mets les 180 000 autres euros sur 18 mois, donc 10 000 euros par mois. Ça peut être une solution. Sinon, moi, ce que je te dirais, c'est de faire ton DCA donc de 360 000 euros sur 18 mois. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, ça te fait rentrer un DCA à 20K par mois. Donc, pour moi, ça serait peut-être la meilleure solution, augmenter ton DCA à 20K par mois. Mais si tu n'es pas à l'aise avec tes émotions, reste comme tu as fait. Et franchement, c'est très bien. C'est très bien. C'est l'investissement. C'est une course de fond, c'est pas un sprint. Et le but, c'est pas de paniquer quand la bourse va chuter. Tu te rends compte que quand tu auras appliqué ton plan à 100%, même si tu as forcément encore une dette, tu dois à la banque 240 000 euros que tu dois rembourser tous les mois. En attendant, tu auras quasiment 500 000 euros sur les marchés. C'est pas rien, un demi-million. Au rythme actuel de progression des marchés, dans 5-6 ans, il y a 1 million d'euros. Et toi, ta dette, elle sera peut-être à 160 000. Donc c'est en train de faire une vraie différence. Tu es en train de t'offrir une vraie différence. Ce qui compte, c'est un jour d'arriver à ce million, puis à 2 millions, puis monter. Si c'est pour aller trop vite, brûler les étapes, paniquer, te retrouver à vendre en panique et te prendre ce qu'on appelle les portes de saloon, tu vois,
j'investis, ça se casse la figure, j'ai trop peur, je vends, ça remonte, oh là là, finalement, je réinvestis dans la montée. Et ça, c'est vraiment des erreurs de débutants en bourse. C'est pour ça que 95% des gens perdent de l'argent en bourse et que seulement 5% finissent par gagner. C'est les patients qui sont récompensés. Donc, sois patient aussi avec le fait de rentrer et tu verras que ta psychologie, elle va évoluer. Forcément, pour l'instant, tes variations de compte bourse, ça représentait peut-être jusqu'à présent 500, 600 euros par jour. Moi, j'ai des variations de mon compte bourse qui sont du niveau de mon ancien salaire annuel, parfois journalière aujourd'hui. Donc, j'aurais été incapable de supporter ça il y a ne serait-ce que 5 ans. Incapable. Donc, voilà ce que je veux dire. Prends le temps que ton mindset, que tes émotions se mettent au diapason de ce que tu es en train de faire. Et Martin nous pose une question sur sa RP aussi. J'hésite à vendre ma RP actuelle, 150 000 euros de produits nets de cession après remboursement du prêt, ou la mettre sur Airbnb afin que le cash flow paye la location de mon prochain appartement et ainsi ne plus supporter de loyer à terme. Que ferais-tu ? Preneur de tes conseils, notamment sur la gestion des émotions. Merci par avance pour ton aide, Martin. Sur la gestion des émotions, je t'ai répondu là-dessus. Pour moi, il faut que tu y ailles progressivement. Et sur ta RP, aujourd'hui, tu vas prendre 150 000 euros net d'un coup. Si on part du principe que tu les mettais en bourse, cet argent, et que ça te rapportait 8% l'an, 150 000 euros, on va prendre une fourchette un peu plus basse, mais 150 000 euros à 8% l'an, ça va te rapporter 12 000 euros, 1 000 euros par mois, avant impôt bien entendu. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vas faire plus de cash flow que 1 000 euros par mois avec ce Airbnb ? Surtout que n'oublie pas, la bourse c'est 100% passif, alors que Airbnb, tu vas travailler pour le faire fonctionner. Donc, peut-être un peu plus de stress, un peu plus de charge mentale, un peu plus en tout cas d'action pour que ça sorte. Donc, c'est une vraie question. C'est une question que je traite aussi dans la formation Arbitrage de patrimoine. Moi, j'ai eu le cas sur une ancienne maison, que j'avais une petite maison, qui m'a rapporté à la vente pas loin de 200 000 euros et qui me rapportait 12 000 euros de loyer annuel, 1 000 euros par mois. Donc, d'un côté, j'avais une maison qui devait valoir, je crois qu'elle valait 180 000. C'est ce que j'ai dû récupérer, 170 après impôt. 170 000 euros qui me rapportaient 12 000 euros. J'ai préféré vendre, en fait. J'ai préféré vendre pour le mettre en bourse. Et tu vois, j'ai fait ce move en 2021. Et depuis, la bourse a doublé. Donc, ces 170 000 euros m'ont rapporté aussi 170 000 euros sans rien faire, sans rien du tout, sans travail, sans quoi que ce soit. Si tu n'as pas d'affect pour cette ERP, ça peut être une bonne solution. Forcément, la formation Arbitrage de patrimoine, elle parle que de ça. Passer de l'investissement logarithmique, qui est l'immobilier, qui est hyper important au début quand on démarre avec l'effet de levier en France, à l'investissement exponentiel, qui est la bourse. Et donc, une fois que tu as fait ça, à 150 000 euros dans la poche, ça peut être vraiment très intéressant, ou de le mettre dans du marchand de biens pour le multiplier, ou de le mettre en bourse pour le multiplier en un peu plus de temps, mais sans travailler. Après, tu as une question de flux. Ça veut dire qu'il faut que dans le reste du temps, que du coup, tu sortes un loyer que tu ne sortirais pas si tu faisais ce que tu veux faire, d'une certaine façon. Donc, c'est toujours un équilibre. Est-ce que tu es à l'aise entre la partie investie et les flux ? Finalement, c'est exactement la même chose que ce que tu vis avec le crédit IMO que tu n'as pas remboursé. D'un côté, tu as presque 500 000 euros en bourse, mais tu as quand même une dette de 240 000 euros qu'il faut sortir chaque mois. Moi, je suis plus à l'aise avec ça, surtout si tu as un crédit à 1%, ça vaut bien plus le coup de faire quelque chose comme ça. Donc moi, je suis à l'aise avec la dette, je suis à l'aise avec le levier parce que la bonne dette, je sais que c'est ce qui me permet d'exploser. Aujourd'hui, tu vois, il suffirait que je vende des ETF pour rembourser le crédit de ma résidence principale. J'ai un crédit à 1,2%. Ben non, je ne le fais pas. Je préfère multiplier mon cash en bourse et avoir un crédit de RP et malgré tout sortir. Je ne sais plus combien on paye de crédit de RP, si je le sais très bien, 1 600 euros par mois. Donc voilà, je préfère sortir 1 600 euros par mois plutôt que de faire un virement et avoir moins de TF investis et moins de dettes à 1%. Donc ça, il n'y a que toi qui sais avec quoi tu es à l'aise. Si tu préfères au quotidien ne plus avoir de dette et que tu le vis bien comme ça, ou alors tu préfères avoir de la dette et du patrimoine futur. N'oublie pas que, à mon sens, mais une fois de plus, c'est mes émotions, c'est ma gestion financière. Je préfère
plutôt que me focaliser sur comment dirais-je, être à l'aise aujourd'hui, je préfère me focaliser sur le bénéfice de demain. C'est-à-dire que si je remboursais mon crédit de maison comme toi, j'aurais un bénéfice aujourd'hui. Je serais beaucoup plus serein dans ma tête. Alors je suis serein, mais ce serait plus confortable. Voilà, c'est le mot. Ce serait beaucoup plus confortable aujourd'hui de ne plus avoir de crédit. Mais par contre, je sacrifie un gain de zinzin à long terme. Donc je préfère me focaliser sur le gain de demain que sur le coût d'aujourd'hui qui est de quand même payer mon crédit tous les mois. Voilà Martin, je pense que je t'ai répondu. Et on va prendre une question de José. José qui me dit « Salut tonton, j'espère que tout va bien pour toi. Je m'appelle José, père de famille de 44 ans et je me pose des questions sur mon patrimoine. J'ai commencé à investir en 2008 sans aucune connaissance alors que mes potes de l'époque me disaient que je faisais n'importe quoi car c'était la crise, etc. On connaît la musique. J'ai acheté un studio à crédit à 4,5%, mis l'annonce sur Le Bon Coin et loué directement 2 jours après l'achat en location nue. L'appartement n'était pas rentable. Le loyer ne couvrait même pas le crédit à 20 € près. Cash flow négatif tous les mois, mais je me disais qu'un jour je n'aurais plus de crédit et que j'aurais un bien qui aurait de la valeur. Tu as investi comme chacun le fait quand il n'est pas formé et quand il ne sait pas faire et qu'il commence. Et c'est très bien d'avoir commencé. J'ai loué comme ça jusqu'en 2020 en payant toutes les charges de copro, la taxe foncière, l'assurance. Puis je me suis formé à l'immobilier sur Internet en 2020 en tombant par hasard sur une formation gratuite éligible au CPF. Non, une formation en ligne éligible au CPF, donc gratuite pour moi. J'ai vite compris mes erreurs et changé de stratégie. Passage du studio directement en LMNP en location courte durée. Le chiffre d'affaires est passé de 5 000 € par an à 18 000 € par an. Cash flow positif du coup. Tu m'étonnes. Achat d'un deuxième appartement, un T5 transformé en T6 pour de la colocation, toujours en LMNP. Cash flow positif également. Impôt 0 € chaque année et c'est encore vrai aujourd'hui. Différé d'emprunt sur le T6 pendant 24 mois, travaux terminés en 6 mois, donc 18 mois d'exploitation sans crédit en face. Je me suis formé également à la bourse car du cash arrivait chaque mois sur mon compte, environ 2 700 € par mois pour la coloc sans crédit en face, plus la LCD 500 € par mois. Effectivement, quand on se forme, ça va tout de suite beaucoup mieux. Maintenant, je me rends compte que la bourse est beaucoup, beaucoup mieux pour moi, car zéro emmerde. Tu m'étonnes. Les rendements sont meilleurs que dans l'immobilier, pour ma part bien sûr. En immobilier, je tourne autour de 8 à 10% avec pas mal d'emmerdes, alors que la bourse, c'est 100% passif. Alors oui, c'est du 8 à 10%, mais 100% passif. Pour moi, il ne faut pas les opposer. On va en parler, je vais finir de lire ton message, mais c'est ce que j'explique dans Arbitrage de patrimoine. Pour moi, c'est passage du logarithme à l'exponentielle, passage de l'immobilier à la bourse, mais c'est dommage de vivre en France et de ne pas profiter du crédit, du levier de l'immobilier. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Sinon, on a tous les désavantages d'habiter en France, tous les inconvénients sans les avantages. Je continue, mon petit José. Ma question est la suivante. Ma LCD est finie d'être payée. J'ai donc 100 000 € immobilisés en immobilier qui me rapportent 9% par an, net. J'ai envie de vendre pour tout mettre en bourse, où j'ai plusieurs CTO, un PEA, qui battent largement les 9% de rendement par an depuis maintenant 6 ans. Je suis à 136% de rendement depuis 2020. Je pourrais encore investir en immobilier avec une capacité d'emprunt encore présente, mais je préfère acheter des actions et des ETF plutôt que de gérer des emmerdes immobilières. On sent que tu en as eu marre, José. Mon patrimoine net est aujourd'hui de 350 000 € et je me pose toujours la même question. Je vends mon studio, je ne le vends pas. Je le vends et je repars sur un autre bien pour faire du déficit. Je le vends et je mets tout en bourse car la boule de neige va grossir plus vite avec 100 000 € de plus à injecter. J'ai déjà 90 000 € en bourse pour info. J'ai également une SCI familiale qui me rapporte 7 000 € par an. J'ai 14% d'épargne. Peux-tu me donner ton point de vue ? Mon objectif est d'arrêter mon travail actuel dans un premier temps. Il ne me passionne plus du tout, mais il me permet de vivre confortablement avec 45 000 € de revenus salariés. J'aimerais aussi m'expatrier en Asie et vivre de mes rentes dans un premier temps, puis je verrai par la suite pour faire vraiment quelque chose qui me plaît, sans la peur de ne pas gagner assez car j'aurai des revenus passifs en cas de problème financier. Merci pour ta lecture et au plaisir d'échanger. J'écoute activement Une vie de liberté en voiture et ce genre de podcast devrait être enseigné à l'école car je trouve que 90% des Français n'ont aucune éducation financière. Tu m'étonnes. Les gens avec qui je parle d'investissement, que ce soit en immobilier ou en bourse et qui ne connaissent pas le sujet, ne me croient pas quand je parle des résultats alors que je ne fais rien d'exceptionnel. Merci Tony, José. Merci à toi José. Alors, tu te trompes. Oui, les performances, quand on les connaît, n'ont rien d'exceptionnel, c'est juste la performance de la bourse. Et c'est exponentiel, bien sûr. Et pour le coup, c'est quand même exceptionnel.
Mais oublie pas que tu fais partie de l'exception. Je le disais, il y a 90-95% des gens qui perdent de l'argent en bourse. Et toi, tu fais partie des gens qui gagnent. Donc, par rapport au commun des mortels, ce que tu fais est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel parce que tu t'es formé. Donc, tu m'as dit que tu étais père de famille. Je ne sais pas si pour l'Asie, tu as prévu de partir avec toute la famille ou tu as prévu de partir quand tes enfants seront grands. Là-dessus, donc, j'ai pas grand-chose à dire sur l'Asie, bien entendu, que tu peux t'expatrier peut-être à la retraite, hein, où là-bas, le niveau de vie en Asie dont on a besoin pour vivre est beaucoup plus faible. Donc, je ne sais pas ce que tu vises en rente, mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, tu as 45 000 euros de revenus salariés, ce qui est quand même pas rien. Et tu as en bourse et en tout en patrimoine net 350 000 euros. C'est super 350 000 euros. Mais si tu veux remplacer tes revenus du travail par du revenu passif, ça va être un peu mince. Tu sais qu'en bourse, on parle de la règle des 4%. Règle qui dit que, en théorie, on peut retirer chaque année 4% de son patrimoine financier sans jamais faire banqueroute. Donc toi, si tu veux 45 000 euros de revenus salariés après impôt, ça fait à peu près 60 000 euros. Donc, ça ferait grosso modo 1,5 million à avoir en bourse si tu veux vivre à 100% des revenus passifs et remplacer ton salaire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas non plus pour tout de suite et qu'il va falloir accélérer encore un peu. C'est pour ça que je pense que la vraie décision, ce n'est pas l'un ou l'autre. Bien sûr que je vais te donner des règles, mais si tu as 100 000 euros immobilisés dans cet appartement, l'idée c'est de se dire combien d'années de loyer net je récupère chaque année si je le vends. Là, si tu le mets en location nue comme avant, tu louais 5 000 euros par mois, là tu récupères 20 ans de loyer d'un coup. Donc là, il ne faut pas se poser la question, il faut vendre tout de suite. Maintenant, en LCD, tu rentres 18 000 euros par an. Donc là, tu récupères entre 5 et 6 ans de loyer d'un coup. En LCD, ça veut dire avec de la gestion. Donc ça peut valoir vraiment le coup de le vendre, cet appartement, je pense. Et moi, c'est peut-être ce que je ferais. Je le vendrais, je le mettrais en bourse pour augmenter ma boule de neige. Ça, c'est sûr. Mais de l'autre côté, je continuerai de m'endetter. C'est là où tu iras beaucoup plus vite. Tu as fait une coloc et tu rentrais 2 700 euros par mois avant que le crédit arrive. Donc c'est énorme. Après, le crédit va arriver, ça va baisser. Mais ce que tu vois pas, c'est le deuxième effet qui se coule de l'immobilier. Et le troisième, c'est la plus-value latente et le remboursement du capital. Et là, dans peut-être 5 ans, 10 ans, quand tu vas arbitrer, là aussi, tu as un gros billet à prendre. Donc moi, ce que je ferais, c'est que si vraiment tu veux cette retraite anticipée un jour avec 45 000 euros net dans ta poche, on l'a vu, il faut que tu vises au moins 1 million, on va dire. Donc là, tu as fait un tiers du chemin. Il faut faire les 2 tiers. Si tu mets tout en bourse, pour arriver jusque-là, il va te falloir pas loin de 10 ans. Donc ça veut dire 55 ans. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ou est-ce que c'est trop tard? Ça, c'est la première question à te poser. Et pour moi, pour aller plus vite, c'est ce que je disais, se priver du levier bancaire, c'est trop dommage. Donc j'irai lever de la dette, j'irai m'endetter, pourquoi pas de 300, 500, 700 000 euros. Et quand tu vas arbitrer d'ici 10 ans, là, il y aura peut-être 150, 250, 350 000 euros qui seront contenus dans ta plus-value immobilière que tu auras amorti, du capital immobilier que tu pourras investir en bourse et accélérer. Donc voilà ce que je te dirais. En tout cas, bravo à toi, bravo pour ton appétence sur la bourse. C'est vraiment un levier qui permet d'accélérer fort. Mais ne pas oublier aussi que ne faire que de la bourse, ça fonctionne si tu as des revenus de zinzin. Si tu gagnes 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. J'ai eu des gens, des entrepreneurs avec ce genre de revenus qui n'avaient pas subi une inflation de leur train de vie et qui vivaient avec entre 2 et 3 000 euros par mois et qui investissaient tout le reste, donc parfois 50%, 70%, 80% de leurs revenus. Là, forcément, si tu rentres en bourse à coût de 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois, tu vas beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, peut-être que si ton job te prend du temps, ça vaut le coup de n'acheter uniquement que ta résidence principale et pas de faire d'investissement immobilier. Mais si tu as des revenus plus modestes, là, si tu gagnes 4 000 euros par mois, un peu moins de 4 000 avec une famille, tu peux peut-être pas faire des DCA qui sont énormes. Donc, ça vaut le coup de continuer l'investissement immobilier, vraiment, à mon sens. Voilà ce que je te dirais, mon petit José. Et on va prendre un message de Quentin. Quentin qui me dit « Hello tonton, fidèle auditeur depuis tes débuts, j'avais une question qui a sûrement déjà été posée depuis tout ce temps sur les réseaux. Alors n'hésitez pas à reposer vos questions, les cas ne sont jamais pareils et ça fait du bien de rabâcher, surtout en matière d'investissement.
Pour résumer ma situation, j'ai 36 ans, je suis fonctionnaire, je suis pacsé. Au niveau du patrimoine, j'ai 3 biens locatifs en nom propre, 2 biens en indivision avec ma conjointe, un immeuble en SCI à l'IS de 4 lots. J'ai pour projet de créer une activité de marchand de biens afin d'avoir une nouvelle corde à mon arc. Je souhaite commencer en parallèle de mon activité principale. Par la suite, j'envisage de quitter la fonction publique ou du moins de me mettre en dispo, ce qui est un sacré avantage pour nous les fonctionnaires. Ça c'est sûr, la disponibilité pour les fonctionnaires c'est super bien. C'est comme un congé sans solde qui te permet de revenir si ton activité ne t'apportait pas les résultats que tu espérais. Je suis en train d'arbitrer un bien qui va me rapporter 30 000 € net. Je suis en train de suivre une formation de marchand de biens, actuellement une formation concurrente. Ne m'en veux pas. Qu'est-ce que c'est que ça, Quentin ? Alors que la formation marchand de biens expert est à moins 25% jusqu'à demain soir, minuit, avant que son prix augmente. On n'a pas idée d'aller se former à la concurrence, surtout que je pense qu'on a la formation marchand de biens la plus complète, ça c'est sûr, parce qu'on vous emmène sur le terrain et sans vous perdre complètement dans une formation de 300 heures, ce qui à mon avis, à mon sens, n'a aucun sens justement, et la plus complète et la moins chère pour le coup. Donc voilà, ta question, j'ai envie de te dire, Quentin, demande à ton coach s'il ne peut pas te répondre. Pourquoi tu demandes à tonton finalement ? Est-ce que ce ne serait pas tonton qui aurait les meilleures réponses et la meilleure formation ? Je me demande. Non, je plaisante. En plus, si tu étais venu au séminaire, tu aurais ce stylo, esprit marchand de biens. Non, je plaisante, Quentin, bien entendu, il n'y a aucun problème. Donc, tu me poses la question, ce bien qui va te rapporter 30 000 € net. Avec ces 30 000 €, comment me conseillerais-tu de les réallouer ? J'envisage de les injecter sur une première opération de marchand de biens, mais pas en totalité. Merci à toi pour tout ce que tu nous apportes et d'avoir pris le temps de lire mon message. À bientôt, tonton Quentin. Je te charrie, Quentin, bien entendu, tu as compris. Merci beaucoup pour ton message. Merci de te tourner vers moi. Il n'y a aucun problème, il y a de la place pour tout le monde sur les formations. Moi, bien sûr, je vous encouragerai toujours à venir vous former avec nous sur les formations présentielles dans les bureaux. Le prochain séminaire Marchand de biens expert, d'ailleurs, il aura lieu dans nos bureaux les 10 et 11 décembre. Et j'en profite, je fais une parenthèse, le prix aussi va augmenter au 15 juillet. Ce prix-là n'est pas remisé pour les séminaires physiques, mais le prix va augmenter. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre les 10 et 11 décembre, prenez-le tout de suite. Et on forme en présentiel que 30 personnes par an. Donc, ce n'est pas l'usine, forcément que... Bien entendu qu'il y a de la place pour tout le monde. Quand je vois que nous, en présentiel, on forme que 30 personnes par an, c'est sûr qu'on n'en fait pas un business, on n'en fait pas une usine, quoi. Donc, je te charriais. Et bien entendu, il y a de la place pour tout le monde. Donc, pour répondre à ta question, en tout cas, sur comment réallouer ces 30 000 €, 30 000 €, c'est beaucoup et pas beaucoup. En marchand de biens, c'est pas grand-chose. Moi, mon but, ça n'a jamais été de faire rêver les gens. Bien sûr que dans la formation Marchand de biens expert, on explique que si tu n'as pas d'argent, il y a plein de choses qui peuvent se présenter à toi. Tu peux faire de l'apport d'affaires, donc prendre des commissions d'apport d'affaires. Tu peux monter des projets et prendre des commissions d'apporteurs d'affaires et de monteurs de projets. Tu peux aussi t'associer avec quelqu'un qui a de l'argent, bien entendu. Tu peux lever de la love money, de l'argent auprès de tes proches. Mais quand même, en marchand de biens, pour moi, c'est bien de démarrer cette activité avec au moins 70 000 €, ça n'a pas changé depuis Riche de Liberté, ça aura peut-être même tendance à monter, mais avoir entre 70 et 100 000 € devant soi, c'est quand même pas mal. Donc ma question, Quentin, c'est combien tu as devant toi d'argent ? Est-ce que tu as déjà 70, 100 000 €? Si tu as déjà entre 50 et 100 000 € et que tu es dans un secteur comme le mien, où le panier moyen de mes opérations à l'achat, c'est 250 000 €, la banque, même si elle te demande 30%, il faut poser 75 000. Donc, tu peux faire une opération avec ton cash. Donc, ces 30 000 €, tu peux les réallouer comme tu veux. Tu peux les mettre en bourse si tu as envie. Tu peux les mettre sur un bien immobilier pour relever de la dette ou les mettre en marchand de biens pour augmenter ton bag. Mais la vraie question, c'est ça. Il me manque un peu d'éléments dans ta réponse pour te répondre. Pour essayer d'être plus clair, si pour moi, devant toi, tu as entre 50 et 100 000 €, tu as déjà ton bag pour le marchand de biens, alors réalloue-les comme tu veux, ou en bourse, ou en apport pour un projet locatif. Si par contre, tu as moins de 50 à 100 000 €, garde-les pour faire du marchand. Et si tu n'as pas de liquidité à côté, garde-les à 100% pour faire du marchand, parce que il va te falloir du cash. On l'a toujours dit, moi, quand les gens viennent au séminaire marchand de biens, c'est souvent des investisseurs immobiliers qui viennent, des gens qui ont déjà entre 3 et 20 lots.
qui veulent se former au marchand de biens, mais qui sont déjà investisseurs immobiliers. Et j'ai eu du SAV, de marchands de biens, de formateurs marchands de biens bien connus du net, qui vendent des accompagnements à plusieurs dizaines de milliers d'euros à des gens qui ne sont limite jamais passés chez le notaire, qui n'ont pas de cash. Marchand de biens, c'est un peu un métier de riche quand même. Il faut aussi le dire. Quand je dis riche, c'est un métier de personnes qui ont du revenu passif, parce qu'une OP de marchand de biens, ça peut riper de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans qu'on le voit. Donc, si on veut en faire une activité principale et vivre que de ça, c'est bien d'avoir ou 2 ans de chômage, alors aujourd'hui c'est 18 mois, ou d'avoir 1500, 2000 euros de revenus passifs, au moins que ça remplisse le frigo, et 50 à 100 000 euros devant soi. Ceux qui vous disent le contraire, c'est pas impossible, mais c'est un peu vous faire rêver quand même, je pense. Donc voilà ce que je te dirais, Quentin, pour répondre à ta question. Je ne sais pas ce que t'a dit ton formateur, je ne sais pas si ça il t'a dit, mais moi en tout cas, ici on est dans la franchise, et je vous le dis, et pour tous ceux qui voudraient prendre marchand de biens expert, bien entendu que vous pouvez vous former au marchand de biens, même si vous n'avez pas encore ces finances-là, et que ça vous permet de vous préparer et de voir les objectifs qu'il faut atteindre. Mais pour moi, 50 à 100 000 euros pour un investisseur IMO, c'est pas la lune. Vous pouvez arbitrer un bien immobilier et récupérer de l'argent, un peu comme ce que tu es en train de faire, Quentin, pour te lancer, quitter votre job pour avoir 18 mois de chômage, le commencer, bien entendu, en parallèle de votre activité principale, mais pour pas avoir cette pression de à tout prix faire des ventes, à tout prix encaisser de l'argent, et que ça vous mette la boule au ventre si jamais il y a un projet qui ripe d'1 mois ou 2 mois. Ça, c'est quand même hyper important, parce qu'en marchand de biens, c'est pas rare que des OP capotent, c'est pas rare que des opérations ripent, et pour autant, c'est pas rare de faire 100 000, 200 000, 300 000 euros de résultats chaque année, ce qui est bien plus qu'un salaire. Mais pour pouvoir faire cet argent-là, il ne faut pas en avoir besoin d'une certaine façon. Il ne faut pas en tout cas... il ne faut pas en dépendre, et c'est bien d'avoir du revenu passif à côté. C'est comme ça qu'on fait les meilleures affaires, c'est comme ça qu'on reste le plus lucide sur cette activité-là, à mon sens. Donc voilà, j'espère que je t'aurai bien répondu, Quentin, et je te remercie encore pour ton message. Et on va prendre un dernier message de Camille. Camille qui me dit « Salut Tony, j'espère que tu vas bien. Ton mail tombe bien, j'avais ce pavé dans mes brouillons pour un prochain Allo Tonton. Alors voilà, j'ai 36 ans, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et malheureusement séparée de son papa depuis 2023. Cette séparation a été un déclencheur pour construire mes propres projets et me lancer dans l'investissement. Un mal pour un bien, on dira. J'ai donc commencé en 2024 en achetant ma nouvelle RP, un premier immeuble de 3 lots en 2025 et un second qui arrive avec 2 appartements et un garage. Depuis 2024, j'ai complètement changé de mindset grâce aussi et surtout à des contenus comme le tien et je t'en remercie. Merci Camille. Je suis en CDI depuis 12 ans et ce travail ne me convient plus du tout. Je ne supporte plus cette rat race et j'ai besoin de faire quelque chose que j'aime au quotidien. J'ai frôlé le burn-out en 2024 où j'y suis passé sous une certaine forme et pas loin en 2025, alors même si mon CDI m'a permis d'investir, j'ai décidé de me reconvertir dans un métier qui m'attire depuis longtemps, conseillère en immobilier en indépendante. J'ai toutes les démarches en route et je démissionne en juin ou juillet dès que j'ai les clés de mon deuxième immeuble. Je vais pouvoir ensuite toucher le chômage avec le dispositif d'émission reconversion en attendant mes premières ventes. Déjà, je fais une pause ici, Camille, sur ton message, mais moi, pour avoir tapé, alors ça commence à remonter maintenant, mais vraiment 2 burn-out, un en 2012 où je disais un peu comme toi, tu vois, j'étais pas sûr, je pensais que je l'avais frôlé, mais je pense qu'avec le recul, j'y suis vraiment passé sous une deuxième forme. Et le deuxième en 2016 où j'ai fait ces fameuses hernies cervicales, plus séparation, plus problème de boulot, tout ce que tu veux, et où ça a été vraiment, vraiment difficile. Tu fais bien d'arrêter et tu fais bien de prendre ces alertes avec sérieux parce que quand on tombe vraiment dans le burn-out, c'est compliqué et c'est très long pour s'en remettre. Y a des gens d'ailleurs qui s'en remettent jamais vraiment. Il faut vraiment faire attention et ne pas aller jusque-là. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. N'importe quel boulot n'en vaut pas la chandelle. Et donc bravo de faire quelque chose, d'avoir pris ce risque, en tout cas de faire quelque chose que tu aimes. Et je le dis toujours, dans le pire des cas, qu'est-ce que c'est dans le pire des cas ? Au pire, tu reprends un travail. C'est pas une honte de reprendre un travail, c'est pas la mort. Ce qui est la honte, c'est de rien branler. C'est ça la honte. Donc bravo à toi. Pour te donner un peu plus de chiffres, j'épargne actuellement 500 à 700 euros chaque mois. Mon salaire aujourd'hui est de 3 000 euros lissés sur l'année en comptant le 13e mois plus les primes. J'ai environ 35 000 euros sur un livret A et un LDD qui me serviront entre autres à meubler mon deuxième immeuble, un premier immeuble avec un cash flow d'environ 400 euros, un deuxième immeuble avec un cash flow d'environ 600 euros
C'est une hypothèse basse en partant sur un logement en longue durée et un logement en LCD. Un PEA ouvert avec seulement 500 euros. Mon objectif est bien sûr de l'alimenter, ce PEA, par la suite avec un DCA de 500 ou 1000 euros. J'ai commencé à me former avec Bourse Exponentielle. Merci beaucoup à toi, Camille, de ta confiance. Et bravo d'avoir ouvert ton PEA, bravo d'avoir pris date. Et bravo d'avoir déjà 1000 euros de cash flow sur tes 2 premiers biens. Franchement, je trouve ça exceptionnel quand on s'imagine que voilà, il y a 3 ans, tu étais sûrement dans une relation où tu n'étais pas heureuse, où voilà, tu te sépares et derrière, tu sais rebondir comme ça, créer du revenu passif. Et ça, je le dis toujours, mais le cash flow, c'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a la plus-value latente et surtout le remboursement du capital. Et ça, tu t'en rends compte quand tu vends. Donc bravo à toi d'avoir fait tout ça. Je souhaite me consacrer pleinement à mon futur métier dans l'immobilier et bien sûr gagner plus qu'aujourd'hui. En autonomie, en liberté et évidemment gagner plus d'argent. Mon objectif de vie, m'acheter une ferme, des chevaux et être libre de mon temps, évidemment. Bravo, bel objectif Camille. En tant que nouveau passionné des chevaux, je suis novice encore pour l'instant, mais très très heureux de faire partie de ce monde maintenant. Je ne peux que valider. Et bien entendu, je pense que tu gagneras aussi plus dans l'immobilier. J'ai une copine, peut-être qu'elle écoute ce podcast, qui est mandataire IMO. Elle n'a pas le diplôme d'agent IMO, elle bosse pour un groupe comme IAD, c'est pas IAD, mais un groupe comme IAD, et elle a des revenus qui sont exceptionnels. Elle se débrouille vraiment hyper bien, elle m'a vendu plusieurs biens, je la salue, et on peut très bien gagner sa vie. Donc encore une fois, bravo à elle pour tout ce qu'elle a fait aussi. Donc je vais reprendre, j'en arrive à ma question, réflexion. Le chômage que je vais toucher couvrira pile poil mes dépenses du quotidien que je scrute déjà au maximum, environ 1700 à 1800 euros par mois normalement. J'ai conscience que mes premières ventes vont prendre du temps, alors même si j'ai sécurisé cela grâce au chômage, je me demande s'il serait judicieux de développer un autre business en parallèle. Et dans l'objectif aussi de diversifier mes revenus et ne pas dépendre d'une seule source de revenus. D'où ma question, est-il préférable de lancer un second business tout de suite ou plus tard ? J'ai plusieurs pistes pour ce second business, mais justement, je me demande quel type de business serait préférable. Soit rester autour du domaine de l'immobilier, conciergerie, gestion locative, voire même décoration, soit carrément autre chose, comme par exemple business Amazon, j'ai zéro connaissance sur le sujet. Et je me demande bien sûr comment structurer cela. Pour mon activité d'agent IMO, je serai sur une entreprise individuelle à l'IS, vu que j'aurai le chômage. D'après mes premiers échanges avec un comptable, la micro n'est pas adaptée à cela. Ça fait un sacré pavé et j'espère que tu sauras prendre le temps de me répondre. Merci à toi pour tout ce que tu fais, Camille. Bien sûr que je vais prendre le temps de te répondre, ma petite Camille. Donc, je vais reprendre à l'envers. Mais pour structurer ton activité actuelle de mandataire, moi, ce que je te conseille, comme tu as le chômage, l'entreprise individuelle, c'est quand même vraiment bien pour ces activités de mandataire. Est-ce que tu ne peux pas le structurer autrement ? Et là, moi, je ne verrai pas le comptable, je verrai l'avocat en droit des sociétés. Ça va être le plus important. C'est plus son métier de structurer ce genre de truc. Moi, c'est Maître Cos. Le mien, si tu veux, je peux te donner le contact avec un grand plaisir. Mais il a l'habitude de gérer ce genre de sujet. Et voilà ce que je te dirais, de structurer ça, pas avec ton comptable, mais avec l'avocat en droit des sociétés. Pour moi, ça serait le plus important. Je t'ai quand même pas mal répondu sur tous les préambules de ta question. Maintenant, pour la question de savoir si tu dois lancer un business, un deuxième business ou pas. Moi, ce que je te propose, c'est, dans un tout premier temps, mettre ton focus sur une seule chose, c'est-à-dire ton activité de mandataire pour la faire décoller. Pour moi, c'est le plus important, de conseillère indépendante. C'est le plus important. Si je me remets à l'époque, tu vois, en 2019, quand j'ai lancé l'activité de marchand de biens, pendant les 6 premiers mois, je n'ai fait que ça. Je vivais marchand de biens, je dormais marchand de biens, je travaillais marchand de biens toute la journée pour vraiment faire décoller cette boîte. Et quand on a obtenu nos 3 premières opérations de marchand, qui étaient des lotissements à l'époque, dès qu'on a eu ces 3 premières OP, là, je me suis diversifié, j'ai commencé à écrire le livre d'abord, et puis une fois que j'ai fini le livre, je me suis dit, il va bien falloir le vendre, donc j'ai démarré le podcast pour pouvoir en parler sur Internet, mais c'est venu dans un second temps. Pour moi, j'ai peur que tu te disperses. Alors, surtout sur une activité comme Amazon, qui, en vrai de vrai, est une activité où il faut y passer quand même énormément de temps si on veut gagner de l'argent. Pour moi, ça ne serait pas le bon plan. Par contre, ce que je vois et ce que je pense peut être très intéressant, comme tu vas baigner dans le domaine de l'immobilier, c'est d'avoir, pourquoi pas, une deuxième activité autour de l'immobilier. J'avais ma première coach PNL
qui était une femme exceptionnelle, qui me disait qu'elle était coach business aussi, et dans un business, il fallait toujours 3 piliers, comme un tabouret, 3 points pour bien être équilibré. Toi, aujourd'hui, tu as ton cash flow de l'immobilier long terme, tu aurais ton activité mandataire, et effectivement, il te manque ce 3e pilier. Et tu peux le construire, et pourquoi pas vraiment de la conciergerie, je trouve ça super bien, une activité de décoration, je trouve ça super bien, quelque chose qui soit lié autour de l'immobilier. Tu pourrais aussi imaginer développer une activité autour de la création de contenu, pourquoi pas? Il me semble que j'ai vu passer ton Instagram où tu fais déjà de la création de contenu. Donc ça pourrait être ton 3e pilier business. On pourrait aussi imaginer ça. Donc moi, ce que je ferais, en tout cas dans un premier temps, c'est the one thing, tu vois, je mettrais tout mon focus sur le mandataire immobilier parce que ça va être ta pierre angulaire, ça va être le plus important pour pouvoir remplacer ton salaire. Et tu verras que, bien sûr, tu vas peut-être mettre du temps à faire tes premières ventes, mais en vrai, au bout de 6 mois, tu auras déjà un bon recul sur l'activité. Tu auras chopé tes premiers mandats, tu auras déjà signé tes premiers compromis, et tes ventes, même si tu ne les as pas touchées, elles seront enregistrées. Et là, dès que tu vois que tu as plus ou moins fait ton année, que tu as enregistré, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 ventes, ben là, pourquoi pas démarrer cette 2e activité. Et moi, je démarrais une activité qui est un peu connexe, un peu parallèle à l'IMO. Conciergerie, ça me paraît très bien. Gestion locative, pourquoi pas. Là, il faut faire attention au diplôme pour la gestion locative. Mais pourquoi pas une activité de déco? Je trouve ça super bien. Et quand tu le vois, moi, au final, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. J'ai mon business d'immobilier long terme sur mes SCI, sur mes biens perso qui me rapportent. J'ai mon business de marchand de biens. Et à côté, j'ai tout mon business de création de contenu qui, finalement, tourne autour des mêmes sujets. Regarde, là, on parle d'investissement, on parle d'immobilier. Ça ne me demande pas un effort considérable dans un domaine complètement différent de créer ce contenu, puisque finalement, je parle de choses que je maîtrise, donc c'est aussi plus confortable pour moi. Et ça fait les 3 piliers du business, tu vois. Donc, je pense qu'en tout cas, ta première réflexion de créer un 2e business à côté, elle est extrêmement sage pour que tu aies ces 3 piliers. Donc, bravo à toi d'y avoir pensé. Pour moi, les 6 premiers mois d'activité, tu dois te consacrer absolument que sur ton premier business pour le faire décoller. Et ensuite, pourquoi pas, au bout de 6 mois, démarrer cette 3e activité à côté pour avoir un petit revenu complémentaire en plus et peut-être même un gros revenu, on ne sait pas derrière, dans un domaine qui colle un peu à l'immobilier. Et aussi, le dernier truc que je te conseillerais, c'est pourquoi pas acheter un 3e immeuble. Tant que tu as des revenus du chômage, moi on m'a prêté quand j'avais les ARE. Donc je profiterai des ARE et je profiterai de ce temps. Tu vas être sur le terrain, tu vas faire que visiter. Que ce soit pour tes clients, mais aussi tu peux visiter pour toi. Et moi, j'empilerai, vu ce que tu sais faire, un premier immeuble à 400 € de cash flow, un deuxième immeuble à 600 € de cash flow. Pour moi, si tu peux faire un 3e immeuble et que tu sais faire aussi bien, j'emprunterai un 3e et pourquoi pas l'année prochaine un 4e. C'est pas un sprint, mais si tu fais un immeuble chaque année, c'est ce que tu as fait jusqu'à présent, moi, je ne m'arrêterai pas en si bon chemin avec ce que tu sais faire. Et une fois de plus, je te félicite, bravo d'être passé à l'action. Tu es une fille, il n'y en a pas beaucoup, il faut le saluer aussi. Donc, c'est possible, quoi. Voilà, c'est possible de changer de vie à 36 ans, c'est possible de faire de l'immobilier rentable à 36 ans, c'est possible de changer de boulot. Et je pense que ça donne aussi beaucoup d'espoir pour tous les gens qui écoutent ce podcast et qui ne se plaisent pas dans leur vie, dans leur travail. Donc, merci à toi, Camille, pour l'inspiration que tu donnes à la commu. Merci beaucoup. Et on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours avec un nouvel épisode rediff, vous verrez. Je pense que ce sera pas mal. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.